faire des vidéos hyper qualitatives sur des sujets où il n'y a personne qui a fait une vidéo hyper qualitative. En fait, on parle même de TTH, Title Thumbnail Hook. Et le triplet TTH, c'est ce qui fait qu'une vidéo a plus de chances de marcher ou pas. Est-ce que tu bosses sur un truc là qui t'excite particulièrement? Depuis, il y a un nouveau plugin Chrome qui est sorti. Tu demandes à l'app, va sur tous mes emails, lis ces emails et réponds à tout cela en sachant que tu sais ça. Si tu devais repartir de zéro aujourd'hui, tu choisis ta niche et comment est-ce que dès le début tu construis un business autour de cette niche de façon? Déjà, j'avais envie de ramener un objet avec moi, mais c'est pas possible techniquement. Ok. C'est une PSP. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi? Qu'est-ce que ça t'évoque, une PSP? Ouais, c'était une des premières consoles que j'ai eues. Et aussi parce que c'est une des premières consoles un des premiers objets qui m'a lancé dans le business. C'est ce qui m'a permis de faire mes premiers euros en craquant des PSP. Parce qu'avant, il y avait plein de forums sur lesquels on t'expliquait comment on pouvait craquer des PSP pour mettre des jeux piratés dedans. Les jeux, tu pouvais les télécharger sur des sites de Warez à l'époque. Et une fois que tu avais craqué ta PSP et que tu avais transformé ta batterie, n'importe quel PSP pouvait avoir n'importe quel jeu. Et du coup, je faisais payer ça aux gens qui habitaient autour de moi. Et le process, il me prenait, je me souviens, 20 secondes à faire, je pense. Ah ouais? Et je leur prenais la PSP une demi-journée. Et pas que je leur mentais, mais c'était juste que j'en avais tellement. Du coup, j'étais limite sur une table et j'ai une vision très vivide là-dessus j'ai une table avec des dizaines de PSP, des dizaines de batteries sur le côté, Des des dizaines de étiquettes. cartes mémoire. Dans ma tête, je suis Walter White, quoi. Je suis en train de faire des trucs de malade et tout, de faire de l'argent, et c'était le début de l'entrepreneuriat pour moi. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'étais en seconde. Ok. Donc, Et t'avais envie de faire du biz à ce moment-là ou? est-ce qu'on a envie de faire du business? Je pense qu'il y avait un besoin dans le sens où sans faire le côté ouais j'ai grandi en banlieue non mais j'ai grandi en banlieue et mes grands-parents retraités tous les deux, mes parents habitaient en Inde, il y avait pas de question d'argent de poche et quand tout le monde allait un peu au McDo etc. Moi j'avais besoin aussi de faire des trucs par moi-même etc. Je me voyais pas demander d'argent à mes grands-parents parce que je savais qu'ils avaient quand je leur demandais ils me donnaient mais du Ouais. coup je savais que c'était pas non plus fallait pas que je demande trop quoi. Ok. Et pas parce qu'ils me disaient non, mais plus parce que je savais que c'était compliqué pour eux. Et du Ouais. coup, j'avais besoin moi-même d'être sur mes propres pieds, sur mes propres jambes, comme disent en Inde. Ah ouais? Ouais, c'est une expression qui se Ok. traduit très mal, je crois. Mais Et du coup, tu commences à faire un petit peu d'argent de poche. ouais. Et à ce moment-là, t'es comment? Tu te sens au roi du monde? Tu te dis, waouh, j'ai fait 100 € cette semaine et tout, c'est un truc de malade, je peux aller dépenser avec les potes, prendre un menu maxi best-of, Ouais, complément Sunday. ouais, c'est un peu ça. Au début, c'est tu comptes en nombre de McDo que tu peux prendre. Après, c'est cool parce que quand tes potes, tu vois, t'offrent un peu des cadeaux cool, tu peux leur offrir à leur anniversaire des cadeaux cool. Ça, c'est hyper gratifiant. T'as de l'argent de poche de côté aussi, ça c'est hyper cool. Je me souviens le prochain achat que j'ai fait, c'est un ordi à 500 balles, une tour que j'ai montée à rue Montgalais, pour ceux qui s'en souviennent, où en fait ils vendaient des composants. Mm. Et- Mais c'est surtout ça, c'est que tu upgrades plus ton outillage autour de toi. Et ça c'est cool aussi parce que du coup, tu passes d'un ordi tout pété à un ordi trop stylé, tu passes d'un écran 15 pouces à un écran 17 pouces, tu vois, enfin c'est ça quoi. Et c'était ton premier ordi, du coup, celui que t'as acheté toi-même ou t'en avais Celui que eu j'ai un? acheté moi-même, ouais. Le premier que j'avais, c'est un ordi que j'avais trouvé dehors parce que en troisième, c'était en troisième ou en seconde qu'on fait notre stage, tu sais, de Ouais, découverte. troisième. Et j'avais bossé dans un cybercafé. Et dans ce cybercafé, ils avaient jeté des ordis. Bon, et moi je vais dehors, je fais putain. Moi j'avais pas d'ordi. Enfin, j'avais un ordi chez moi, mais il était à mon oncle, j'avais pas le droit d'y toucher. Tu vois. Et du coup, je vois un ordi noir, enfin un ordi, une tour, hein. Mm. Et à cette époque-là, j'avais un voisin, un pote voisin, qui s'appelait Jordan, dont le papa était hyper balèze en informatique. Et lui, il réparait des ordis et tout, tu vois. Et j'allais les week-ends chez eux et je regardais le mec faire sans vraiment comprendre ce qui se passait. Je lui posais quelques questions. Ah, ça c'est une carte mère, ça c'est une RAM, etc. Je me souviens avec lui, on allait faire des brocantes, etc. Pour acheter des RAM, des barrettes de RAM. Et je trouve cet ordi, je le prends chez moi, sans savoir vraiment s'il avait marché ou quoi. Euh, J'avais l'écran de l'ordi de mon oncle, donc j'avais réussi à demander est-ce que je peux le brancher ou pas. L'ordi marche pas. Et en fait, du coup, je l'ouvre, j'ouvre la tour et je regarde. En fait, c'est parce il y a un truc tout bête quand tu t'y connais un petit peu, tu peux le réparer. C'est que dans le disque dur, il y avait comme des broches, un peu comme quand tu as une prise
Tu vois, tu as les Ouais. 2 bâtons de la prise, tu en as un qui est décalé. Bah là, tu as 10 broches et tu en as 3 qui sont décalés. Et là, je vois, je prends un tournevis, je les mets de droite, je branche le truc, il y a Windows 98 qui apparaît, quoi. Truc de dingue. Et donc le cybercafé, ils l'ont jeté parce que Parce que pour eux, ça marchait plus, quoi. bah, certainement. Ouais. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'ils ont changé ou quoi que ça, mais en tout cas, voilà. Après, je peux te dire que le lendemain dans le cybercafé, je leur demande s'ils ont pas un clavier et une souris. Je gratte un moniteur, tu sais, les espèces de grands écrans bien profonds, et j'ai un ordi Windows 98 que j'upgrade en Windows Millennium, et là, je suis refait de ouf. Et tu fais quoi sur ton ordi? Bah, c'est un ordi sur lequel j'ai pas internet, donc les possibilités sont limitées, mais pas vraiment parce qu'en fait, c'est là où je pense que j'ai level up de ouf sur la partie comprendre comment marche un ordi, parce que quand t'as pas internet, tu connais tous les recoins de Winamp Player au jeu de Frixel, etc. Donc bah, au début, tu commences à faire ça, puis après, tu essaies de voir qu'il y a des potes à toi qui ont des CD-ROM avec des jeux dessus, donc tu essaies de les installer, mais vu que ton ordi il est merdique, il n'y a rien qui passe. Par contre, les, le fait de pouvoir programmer, le fait de pouvoir commencer à installer des choses qui consomment pas beaucoup de mémoire, là ça marche. Et donc, ce que j'allais faire, c'est que j'allais apprendre sur l'ordi de mon oncle, sur le site du zéro, comment faire pour coder en C, en C++, qu'est-ce qu'il faut installer, etc., en Java et tout. Et du coup, je le faisais chez moi. Donc, je pouvais pratiquer sur mon ordi là-dessus. Et ça, pareil, le site du zéro, ça m'a beaucoup fait level up. L'ordi de mon oncle qui était dans le salon, donc je pouvais pas rester tout le temps dessus parce que dès que les gens regardaient la télé, etc., ils voyaient que j'étais un geek et je restais sur mon ordi. Par contre, dans ma chambre, c'était un peu la free zone où je pouvais rester sur mon ordi autant que je voulais. Et je me souviens des nuits à geeker sur pourquoi ce truc sur C++ marche pas. Mais en fait, je me faisais tellement chier à cette époque-là que c'était un échappatoire énorme de pouvoir apprendre à faire des programmes sur un écran noir, quoi. C'était fou à quel point c'était génial. Et c'est dans ces périodes-là que j'ai découvert, du coup, craquer des PSP, etc. J'ai découvert ce monde des forums, et dans le monde des forums, il y avait beaucoup de choses qui se disaient. Et tu te souviens d'un truc que t'as fait sur l'ordi où pour toi ça a été waouh, tu t'es dit ah ouais, en fait, on peut faire ça sur un ordi, c'est dingue. Peut-être que la PSP déjà, t'as dû te dire avoir des jeux gratos. Ouais, je pense que le moment, en effet, où ta PSP, tu bascules dans un mode un peu dark, quoi. C'est-à-dire, initialement, ta PSP fait un certain nombre de choses, et puis là, tu changes le firmware d'un truc dans ta carte, et tu changes le firmware de ta batterie, et tu mets la carte batterie et la carte mémoire, tu appuies sur des boutons, et là, tu vois plein de lignes noires s'afficher. Déjà, tu es dans la matrice, tu as l'impression d'être Néo et tout, dans ta tête, tu te sens plus pété, quoi. Et en plus, juste après, tu as un mode différent, donc tu as l'impression d'avoir hacké le truc, alors que c'est pas toi qui l'as fait, hein, toi, tu as juste appliqué des méthodes qu'on t'a dit sur Internet. Mais là, tu peux jouer à n'importe quel jeu. Et ça, c'était fou, quoi. Parce qu'à l'époque, même le piratage et tout, c'était pas tant. Tu savais que c'était pas normal que à Carrefour, ça se vendait 60 € un jeu et que Mhm. là, tu l'avais gratos. Mais c'était fou de voir ça, en fait. Et de le faire un peu de tes propres mains, tu vois. Ouais. Ça, c'était dingue. Est-ce que c'est ce qui t'a mis petit à petit sur, enfin toute l'expérience que t'as expliqué avec l'ordi et tout, sur le chemin de devenir un geek et faire une école d'ingé et tout, ou Ouais, je pense. L'ordi, ouais. Maintenant que j'y pense, c'est l'expérience cybercafé où je me suis dit, ah tiens, j'aime bien, tu vois, j'aime bien geeker sur un ordi. J'aime bien passer du temps sur un écran. C'est bête, mais parce que c'est un côté un peu infini de ce que tu peux faire, tu vois. C'est des Lego digitaux Mm. où tu peux tout faire. Et ça, c'est fou. Et du coup, avec l'ordi, avec en effet le fait derrière de bien comprendre le hardware, de savoir créer mon propre PC, de comprendre que une carte mère, il y a tel type de port, etc. Et du coup, tu accrois ta connaissance. Et c'est là où tu commences à voir que tu aimes ça. Et le déclic, c'est le jour où tu arrives à en faire de l'argent. Donc, avec la PSP où je commençais à me faire beaucoup, puis j'avais mis des espèces de méthodes d'affiliation sans savoir ce que c'était, où en fait, tu avais un type, il me ramenait la PSP de quelqu'un d'autre et il prenait la moitié. Et donc ça, c'était génial, quoi. Et donc, en fait, quand t'es petit, c'est beaucoup d'argent. Et là où ça a vraiment décliqué, c'est quand j'avais commencé à apprendre le HTML et qu'un jour, on m'a demandé de faire un site web. Et là, j'ai gagné mes premiers 300 € grossièrement. Et c'était fou, quoi. Parce que là, je me suis dit, waouh, en fait, là, c'est dingue. Là, je crois que tu as un truc qui est que bah, je kiffe ça. Ça a rien à voir avec mes études, mais j'adore ça. J'ai l'impression que personne ne le fait, et pourtant, il y a des gens qui me payent pour. Et donc, je crois que j'avais trouvé mon truc, quoi. Et à ce moment-là, tu fais quoi? Tu
Tu te lances dans Ah la bah, je fais le fabrication de site sites? en question, il est pourri. Je le fais avec un truc qui s'appelait Dreamweaver, c'était les débuts du no-code, hein. Le Mmh. Dreamweaver, c'était, tu une fenêtre sur laquelle tu vois le site visuellement, de l'autre côté tu as du code. Donc dès que tu bouges à droite, le code il bouge, dès que tu bouges le code, à droite ça bouge. Donc c'est dingue, c'est le début du no-code, personne n'appelait ça du no-code, mais c'était ça. Mmh. Et puis après, dès que j'ai fait ce site web, je me suis dit: «Waouh, c'est possible de faire de l'argent». Après on m'a demandé de faire un site e-commerce. Et c'est là où bah, ça m'a pris beaucoup de temps et c'est là où je me suis fait arnaquer pour la première fois en freelance et ça m'a beaucoup appris aussi. C'est tu fais le site e-commerce, la mission elle a duré 9 mois je crois, enfin elle a dû durer 3 mois. Mais moi je suis passionné, j'ai envie de montrer que je sais faire, tu vois? Et ça, je pense que le mec devant a bien compris. Et puis à la fin de la mission, il me dit: «Ouais, bah écoute, ton site je l'utiliserai pas trop, vu que je l'ai refait. Écoute, je te dédommage en te donnant 100 € quoi». Et ça, j'étais mais et ça m'a bien appris après ça à bien cadrer mes missions, quoi. Ouais. Mais j'ai continué, ouais, dans le monde du site web, j'étais devenu un pro de Joomla, de WordPress derrière, c'était devenu le truc, sur lequel je pouvais te balancer des sites web à gogo, quoi. Et tu as fait une école d'ingé? Ensuite, ouais, j'ai fait une école d'ingé. OK. Et comment est-ce que tu as atterri sur YouTube? Bah, il y a un long grand écart à ce moment-là, hein, mais en gros, je fais l'école d'ingé, je continue le freelancing, on monte même une agence avec des potes, avec un pote, parce que lui aussi il commençait à vendre des trucs et tout. On s'est dit: «Vas-y, let's go, faisons notre première agence» et ça s'appelait As You Like avec un Oh! U. On s'est pris, la tête sur le logo et sur le packaging du truc. Tu sais, je sais pas si tu vois ces boîtes en 3D que tu fais en mode c'est un logiciel, tu vois? Enfin, c'est n'importe quoi. Hem, on fait ça et puis à un moment donné, je commence à bosser en start-up et cetera et je pense que c'était pendant une de mes, expériences en start-up où, où en fait, je bossais chez Mailjet, ça faisait 3 ans que j'étais là. La dernière année, je la faisais à New York, j'avais de la chance, ils m'avaient envoyé à New York parce que je devais ouvrir le marché là-bas sur, le marketing pour développeurs. Et là, à ce moment-là, je propose à la CMO de Mailjet, je lui dis: «Écoute, il y a un truc qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait faire des Facebook Live avec, moi et une account manager en expliquant, comment configurer, des KIM, SPF, c'est des indicateurs pour envoyer des emails et cetera. Et comme ça permettrait à nos clients de voir qu'est-ce qu'on connaît et de showcase un peu notre expertise. Et vu que j'avais été, à fond, je dis: «J'invite toute la team marketing», sans vraiment le dire à tout le monde et je fais un live à l'époque dans les bureaux de New York avec l'account manager qui était à côté de moi. On le fait dans un bureau, une salle de réu, avec un téléphone, sans micro, sans lumière, qualité de merde, pas préparé et avec toute la team française qui regarde, enfin toute la team marketing. C'était nul. Mais moi j'étais persuadé que ça marcherait de ouf et évidemment, la CMO que j'adore, avec qui je suis encore en contact, a dit: «Ouais, écoute, je pense que c'est une superbe idée et tout, franchement». En plus, elle est américaine, donc elle le disait: «Oh my god, it's amazing. I think we definitely have to do it, but not now», quoi. Parce que pour l'instant, il y a des choses, qu'on doit, Mmh. améliorer au niveau qualité, on n'y est pas et tout. Et je pense qu'à ce moment-là, cette énergie, moi, j'arrivais pas à la contenir et je me suis dit: «Tu sais quoi? Bah, vas-y, je vais faire une chaîne YouTube parce que j'ai envie de créer du contenu et je vais faire une chaîne YouTube sur comment aider les gens à mieux comprendre les ordis autour d'eux». Donc ça s'appelait Digital Wink et le but, c'était d'expliquer, comment marche un cookie, comment marche une RAM, comment marche, un CPU et cetera. Et tu consommais du YouTube à ce moment-là? Ouais, ouais, j'étais un Tu gros fan. consommais quoi? Et tu avais quel âge juste pour qu'on situe? Là, à ce moment-là, j'ai, 28, un truc comme non, ça? non, 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 j'ai 22. Ah ouais? Ouais, j'ai 22 OK. ans, tu vois? Donc tu as commencé chez Mailjet quand même assez tôt? Ouais, ouais, j'ai 23 ans à cette époque-là. OK. Ouais. J'ai commencé mes jets pendant mes études, en fait. OK. Ouais, j'avais déjà commencé à bosser chez eux, ouais, exactement. Et je consommais du YouTube, je consommais du Casey Neistat, je consommais, pour la partie, infoprenariat et cetera, je consommais déjà du Antoine BM à l'époque. Je me souviens, je l'avais rencontré à New York à l'époque, on s'était pris un café et tout. Hem, je consommais, Gary Vaynerchuk, mais massivement. J'étais un gros fan de Gary Vaynerchuk. Je crois que je connais tous ses contenus par cœur, parce qu'il répète toujours la même chose en plus, mais je connais toutes ses mimiques, tous ses contenus par cœur. Hem, ouais, à l'époque, tu vois, il y avait son entraîneur, je suivais son contenu, tu sais, il faisait un show hebdo ou quasiment daily, Gary V Show. Il faisait le Gary V Show et c'était quasiment tous les jours, mais je regardais ça religieusement.
parce que marketingment parlant, j'apprenais tellement de choses, parce que c'était ma phase où la tech, j'avais compris que j'avais un avantage compétitif par rapport à tous les autres personnes qui travaillaient dans la tech, c'était d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui est devant moi et pouvoir comprendre marketingment parlant quel est le message qui va le faire vibrer. Et du coup, bah, je suis parti dans ce tunnel de marketing à fond, à fond, à fond, à consommer plein de contenu marketing et à essayer de devenir le meilleur là-dessus, quoi. Incroyable. Est-ce que t'avais, quand tu regardais ces youtubeurs-là, tu disais, ah, c'est cool ce qu'ils font, j'aimerais bien? Ou non, ça s'est fait vraiment parce que t'avais juste envie de partager, Non, c'est cool ce qu'il fait, j'aimerais ouais, bien. Il y avait un côté, ok. putain, ça, c'est ce qu'il fait full time. Ouais. C'était génial, tu vois. Et donc là, le Shubham de 23 ans, s'il revoyait le Shubham d'aujourd'hui, il se dirait, you made it, quoi. Ou- Bah, si celui de 23, ouais, clairement. Le moment où tu démarres la chaîne YouTube et tu te dis, vas-y, tu sais quoi, je vais faire ça, ouais. Le fait que je puisse en faire un truc full time, carrément, tu vois. Je savais que c'était possible parce que je voyais des mecs comme Antoine, BM, etc. le faire. Mais je me disais toujours, je sens qu'il y a un scam dans ces trucs-là, quoi. Tu vois, je me disais toujours, les mecs, à l'époque, il y avait les Aurélien Maker, je sais pas si ça te parle, qui maintenant font tous des infopreneurs. Il y avait, bref, tu vois, il y avait que des infopreneurs à l'époque. Et en fait, ces infopreneurs, c'était télécharge mon e-book, je te vends une formation, etc. Et pour moi, c'était genre trop cramé que c'était pas du contenu à la Gary, tu vois. Ils voulaient toujours te vendre des trucs et tout. Je me suis dit, bon, ça se trouve, il y a du scam quelque part, quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de scams aussi. Donc ouais, il y a eu un côté You Made It, ouais, clairement. Et tu peux me raconter les étapes clés de ta vie de youtubeur? Donc tu t'es lancé à ce moment-là. Ouais, Tu te souviens de combien de temps t'as mis pour atteindre 1000 abonnés, ouais, ton premier partenariat, le premier euro que t'as gagné? ouais. Déjà, il y a une petite partie très rapidement. Quand j'étais à New York, j'avais pas encore démarré ma chaîne, mais je faisais déjà ce que j'appelais des slogs. C'était des daily vlogs sur Snapchat. Mhm. Et en fait, c'était bah, inspiré par Casey Neistat. C'était genre, je racontais ma vie aux Français. Enfin, en français. Mais j'avais déjà pas mal d'abonnés. J'avais genre 1000 vues par story, ce qui était énorme sur Snapchat. Et la manière dont j'avais un peu craqué ça, c'est que quand j'allais à Paris, je collais des stickers avec mon Snap QR code partout. Et du coup, les gens pouvaient m'ajouter via ce Snap Mhm. QR code. Et j'en ai encore chez moi, c'est assez dingue. Et tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah cool, je fais du Snapchat, j'ai envie de faire du YouTube parce que c'est le next step, ça a l'air bien plus dur, bien plus kiffant, etc. Donc je démarre première vidéo YouTube, deuxième vidéo YouTube, troisième, quatrième. Je quitte Mailjet à ce moment-là parce que j'avais envie de rentrer en France et puis 4 ans c'était beaucoup, etc. Chez Mailjet. Et à ce moment-là, je vais dans une nouvelle boîte qui s'appelait Keymetrics. Et en fait, quand tu vas dans une nouvelle boîte, bah, tu pousses beaucoup, quoi. C'est déjà, faut apprendre à bosser, faut apprendre des process, etc. Et donc, évidemment, bah, ta chaîne YouTube, La t'as moins le délaisse, temps, ouais. quoi, tu vois. T'as moins le temps, donc j'étais à 7 vidéos, je pense, sur ma chaîne. J'avais déjà atteint les 1000 abonnés. Parce Avec cette que, vidéo? ouais, parce que les premiers 1000, mais c'était, je vais demander à tous mes voisins, quoi, limite. Tu vois, les premiers 1000 abonnés, c'était, je vais demander à tout le monde sur LinkedIn, salut, et juste pour info, je lance une chaîne. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ce serait quoi la vidéo que t'aimerais que je fasse? Tous ces trucs-là. Et je me souviens avoir spammé plein de gens sur LinkedIn, tout mon réseau. Je me souviens d'avoir envoyé, à l'époque, j'avais fait des conférences chez The Family grâce à Mailjet. Et donc, j'avais déjà à l'époque, à la fin de ma conférence, mis un espèce de truc. Si jamais tu veux recevoir les slides, tu peux envoyer à cette adresse email 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles ou 4 étoiles pour me donner un avis et tu recevras les slides. Mais du coup, en échange, j'avais les emails des gens. Et je crois qu'elle doit encore exister cette conférence. Et en fait, je me souviens, j'avais cette liste d'emails de 200 personnes, j'avais envoyé à eux. Bref, les 1000 premiers abonnés, c'était dur, mais je les avais eus. Il y avait aussi eu un truc, c'est qu'Antoine m'avait interviewé sur sa chaîne au tout début. Et Mhm. pareil, ça m'avait donné 200, 300 abonnés, Ok. comme ça. Et donc, les 1000, je les ai eus. Puis après, j'ai commencé à bosser chez Keymetrics. C'était très dur de faire des vidéos. Très, très dur. Et je crois que chez Keymetrics, je suis resté 2 ans dans cette boîte. Je suis arrivé du coup ensuite à 2000 abonnés et j'avais eu de la chance d'avoir quelques vidéos référencées, notamment celle sur les cookies. C'est quoi un cookie, etc. Et du coup, ça m'a fait arriver vers 2000, puis vers 3000 sans faire trop d'efforts. Mhm. En publiant une fois tous les 3 mois, quoi, grossièrement. Et, et ensuite, grossièrement, je pars de chez Keymetrics. Je me fais une petite période d'entrepreneuriat à Bali, etc. Je publie pas de vidéos à ce moment-là. Et je pense que c'est que pendant le Covid où je me dis, OK, cette chaîne qui est maintenant à 4000 abonnés, qui a Non. grandi toute seule, c'est quoi? Un, je vais me poser la question, si je veux être sérieux sur cette chaîne, de quoi je vais parler?
Est-ce que ça va être un sujet qui va être intéressant pour les gens, clickable, bankable, etc. Du coup, je fais tout un sondage pour savoir c'est quoi le sujet dont je devrais parler. J'avais 3 sujets en tête. Euh, Aider les développeurs à devenir des meilleurs marketeurs, aider les développeurs à pouvoir lancer leur business, ou aider les non-développeurs à faire des trucs de développeurs. Et j'ai demandé, je pense, à une quarantaine de personnes, en faisant des calls, en faisant une vraie user research, en fait. Et le dernier point était largement au-dessus. C'était quelque chose sur lequel il y avait du besoin, il y avait du monde, il y a les nouveaux logiciels qui allaient se développer, sur lequel j'avais une histoire à raconter, sur lequel j'avais un avantage compétitif parce que je comprends la tech mieux que la plupart des no-codeurs. Et donc, c'est là où j'ai vraiment recommencé ma chaîne à 4000 abonnés. Incroyable, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je regarde tes vidéos. Et Ah tu non, vois, c'est que pendant le Covid. c'est incroyable. J'ai vraiment l'impression, pour moi, tu fais partie des meubles de YouTube, tu vois. Ah, mais c'est C'est dire à dingue. quel point c'est dur de rester longtemps, je pense. Ouais. Alors que ça fait pas si longtemps que ça. Ok, donc le Covid et ce refocus sur une stratégie claire t'a propulsé. Ouais, c'est parce que j'ai mis de full énergie dedans, quoi. Ouais. Je me suis dit, il me reste 1 an de chômage, faut que je bute YouTube, quoi. Faut que j'y aille à fond, quoi. Et ça s'est traduit comment dans des actions concrètes? Action concrète, calendrier éditorial, action concrète, du coup, de savoir quel type de vidéo donc je vais faire, de filmer plus souvent, de monter toutes mes vidéos, du coup, d'avoir un process de montage. J'avais commencé à déléguer un petit peu le montage, mais j'avais pas trop de sous, donc fallait que je fasse attention. Euh, et puis voilà. Et puis, en fait, quand il y a un certain rythme dans YouTube que tu mets, bah, en fait, ça le fait, quoi. En fait, enfin, pour moi, c'est ce qui a marché. Je dis pas que ça a marché pour tout le monde. Parce que selon les périodes, YouTube a des algos qui changent, etc. Mais ce qui a marché pour moi, c'était le fait de euh, faire des vidéos hyper qualitatives sur des sujets où il y a personne qui a fait une vidéo hyper qualitative. Genre, je prends le SEO. J'ai mis beaucoup de temps à écrire cette vidéo, mais c'est la vidéo qui était pendant longtemps la mieux référencée sur le mot-clé SEO sur YouTube, quoi. Ok. Et ça, c'était ouf. Sur les miniatures, j'ai mis beaucoup d'efforts. J'ai mis beaucoup d'efforts sur la qualité des contenus, sur le montage, et au bout d'un moment, ça a payé, quoi. Et comment moi là demain j'ai envie de faire une bonne vidéo qui est bien Mm. référencée. C'est quoi ton process? Quand tu dis la vidéo elle est bien écrite, concrètement ça veut dire quoi? Alors moi, je suis dans le monde de, je t'explique des trucs. Je suis pas dans le monde de la je suis pas dans le monde, pardon, de l'entertainment. Ouais, Je suis pas dans le monde du rire, etc. Tu vois. Moi, je suis dans le monde de, tiens, t'es sur YouTube, tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui. Le infotainment, ce qu'ils appellent ouais. souvent aujourd'hui. Edutainment aussi. Ouais, edutainment, ouais. Euh, Moi, c'est mon monde. Dans ce monde-là, ce que moi j'appelle une bonne vidéo, tu vas avoir grossièrement 3 types de vidéos. Tu vas avoir les vidéos qui sont pour mon audience spécifiquement, qui me connaissent et tout, celles-là, on va les écarter parce que c'est des vidéos qui vont faire peu de vues, mais qui vont beaucoup plus permettre à ton audience de connecter avec toi. Mais on va s'occuper des 2 autres formats qui sont intéressants, des 2 autres manières de faire. C'est un, le SEO, donc tu optimises pour la recherche, et 2, tu optimises pour que l'algo te mette en avant. Et Ouais. tu peux avoir les 2. Donc une bonne vidéo, selon moi, par exemple, si on prend un sujet qui est, je sais pas, dans ma niche, je te prends par exemple l'automatisation. Une bonne vidéo, c'est 20 minutes pour comprendre et appliquer l'automatisation dans ton business. Tu vois. Je vais essayer de faire en sorte de me ranker sur le mot automatisation. Donc, je vais évidemment mettre des tags, mettre des éléments dans ma description, etc. sur l'automatisation. Je vais mettre tous les mots-clés autour, donc savoir Zapier, N8N, Integromat, Zapier, enfin tous Make, etc. Je vais aussi parler de déclencheur, action et tout. Ça, c'est tout ce qui est l'emballage. Le titre, apprendre en 19 minutes pour débutants, par exemple, bah ça va beaucoup ça va beaucoup parler à la personne qui s'intéresse à l'automatisation, qui est débutante et qui a envie en peu de temps de pouvoir passer à l'action dans l'automatisation pour son business. Donc c'est pile à l'endroit. La miniature, je vais en faire un truc dans lequel moi c'est ce qui marche pour moi, mais dans lequel on voit que c'est sérieux, on voit que on va parler d'automatisation, peut-être un schéma d'automatisation avec des logiciels que la personne connaît, etc. Et après dans le contenu, les 30 premières secondes sont hyper importantes pour moi parce qu'il faut réitérer sur le fait que la personne a bien fait de cliquer. Donc ça va être quelque chose comme, là ça va être du copywriting classique pur et dur, c'est douleur. Donc en gros, ça fait un moment que tu as envie de te mettre à l'automatisation. Sauf que quand à chaque fois que tu t'y mets, tu te prends des erreurs, bam, 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 tu fais afficher les erreurs Zapier, etc., etc. Ou alors, t'as pas d'erreur, mais t'as pas d'idée non plus de quoi automatiser.
eh bien, t'as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce qu'en 19 minutes, aujourd'hui, je vais te montrer c'est quoi les 5 automatisations que tu devrais avoir pour ton business et en même temps, quelles sont les pires erreurs à éviter que la plupart des gens font quand ils commencent. Donc, elle parle exactement à cette personne. Et tu es vendu en 30 secondes sur le fait que bah, tu vas avoir de la valeur dans cette vidéo. Et après, il faut pas que tu déconnes sur le reste de la vidéo. Sur les 18-30 qui te restent, 18 minutes 30, bah, faut que ton contenu soit rythmé, faut pas que ce soit juste du screen share, faut que ça soit des pépites balancées par-ci par-là, faut qu'il y ait un appel à like, un appel à subscribe, faut que tu fasses durer les gens jusqu'à la fin. Et là, c'est une bonne vidéo qui peut rester au long terme parce que tu optimises le clic, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clics grâce au titre miniature. Tu optimises le watch time parce que tu as dit ce que la personne allait avoir et tu as fait en sorte qu'avec la bonne vidéo que les gens restent jusqu'à longtemps. Et là, ça va faire une vidéo qui va cartonner. Ok. Et là, tu mises beaucoup sur la discoverabilité. Donc la découverte, le fait que YouTube va pousser cette vidéo à la bonne audience, qu'elle va découvrir ta vidéo via la vignette. Et... Là, je pousse sur les deux. Ok. En fait, si je voulais faire une vidéo uniquement sur le côté search, mais pas discoverabilité, je ferais un truc purement les 5 principes d'automatisation, etc. Tu vois, j'en ferais beaucoup qui se linkent, les vidéos qui se linkent les unes entre elles. C'est-à-dire qu'à la fin, je fais appel à une autre vidéo qui est dans la même niche. Par contre, si je devrais faire un truc purement discoverabilité, ça serait un truc de genre, cette automatisation a fait exploser mon business, tu vois. Entre guillemets, entre parenthèses, facile, tu vois. Ok. Et là, c'est plus discoverabilité. Parce qu'en vrai, le search, t'as peut-être pas tout optimisé en interne pour pouvoir faire en sorte que le search aille taper là, quoi. Ok. Et t'as vu un impact significatif de changement de titre et de changement de miniature sur les performances de tes vidéos? Tu testes un peu ça? Ah, mais c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et comment tu testes? Bah, je le teste déjà de vidéo en vidéo, je deviens meilleur à les écrire, etc. Je le sais quand nous, par exemple, moi, ça m'arrive souvent de me dire si au bout d'une journée, la miniature, elle a pas fait plus de 6% ou 7% de CTR, donc click-through rate, bah, je la change. Et, et là, soit c'est mieux, soit c'est moins bien. Aujourd'hui, YouTube, je crois ils commencent à déployer le A/B testing sur Ouais. les thumbnails, mais il n'est pas encore arrivé en France. Mais le jour où il arrive, c'est génial parce que tous les autres outils qui nous permettent de faire ça, vidIQ, TubeBuddy, etc., bah, c'est pas du vrai A/B testing. C'est-à-dire qu'ils vont changer eux-mêmes la miniature, mais la manière dont YouTube monte ton contenu a de plus en plus de chance. C'est pas aux mêmes personnes, c'est pas à la même vitesse. Donc en fait, c'est pas du vrai A/B testing pour moi. Ok. Voilà. Et quand tu changes une miniature, c'est quoi ton process dans ta tête? Qu'est-ce que tu vas changer? Parce que tu vois, par exemple, MrBeast, je regardais un peu l'évolution de ses miniatures. Tu as des extensions qui te permettent de voir le changement des miniatures par heure. Et parfois, tu vois, il change juste la couleur de sa cravate. Il fait 3 tests, rouge, bleu, vert, jaune. Intéressant. Ouais. Et moi, je me dis, est-ce que ça a vraiment un impact sur ton CTA? Bah, lui, étant donné qu'il a un nombre enfin, un monde hallucinant, oui, ça a un impact. Ouais. C'est comme dire, est-ce que McDo sur leur pub, s'ils mettent le logo en vert ou en rouge, évidemment, ça a un impact. Hein. Ouais, mais je veux dire, c'est un changement qui a l'air arbitraire, tu vois. C'est pourquoi est-ce qu'il change la couleur de sa cravate et pas la couleur de son t-shirt? Est-ce que toi, quand tu fais tes changements de miniature, Ah, c'est pas ce genre de changement. ouais, C'est des c'est changements quoi bien comme plus changement? abrupts, du genre. Bah, je te prends un exemple. C'est par exemple si j'ai fait une miniature dans lequel je sais pas, il y a 3 éléments, genre ma tête, un titre et un élément que je montre. Bah peut-être que le changement que je vais faire, c'est ma tête va changer et que le titre va devenir va disparaître quasiment et par contre l'élément que je vais le mettre en plus grand. Tu vois. Ok. Parce que je me rendrai compte plus tard que qu'en fait ça a pas sa place ici. Après, faut pas oublier que quand tu travailles tout seul ou avec une petite équipe, tu as moins de variables sur lesquelles changer parce que tu as plus de room for, tu vois, t'as plus d'endroits où tu peux te chier, quoi, en gros, grossièrement. Là où quand tu es à plusieurs, une personne, tu vois, les monteurs de MrBeast, il y en a plein. Il y en a un qui s'occupe du sound design, il y en a un qui s'occupe de l'intro, il y en a un qui s'occupe de. Et en fait, évidemment, quand il y a même plusieurs personnes qui s'occupent juste de la miniature, quoi. Et donc, du coup, évidemment, quand tu as plus de personnes qui regardent sur un même élément, tu as plus de temps et plus de profondeur dans quoi regarder. Donc, tu peux te permettre plus de changements comme ça. Ok. Et tu parles d'équipe. Toi, t'es entouré de qui et comment est-ce que t'es organisé? En fait, au début, la première erreur que j'ai fait, c'est essayer de déléguer la partie YouTube et pas la partie formation. En sachant que un des trucs aujourd'hui qui, dans mon business, fait de l'argent, c'est la partie formation. YouTube,
dans ma niche, fait peu d'argent. Et la raison pour laquelle, c'est que en tant que créateur sur YouTube, tu as 2 voies. Tu as soit la voie média, donc dans ces cas-là, tu vis grâce au sponsoring et donc les marques sponsorisent tes contenus pour que tu leur fasses de la visibilité, soit, bah, tu fais ton propre sponsoring. C'est-à-dire que tu crées un produit et tu fais en sorte que les viewers, donc les gens qui Mmh. regardent, puissent aller derrière acheter tes propres produits. Moi, je fais partie de la 2e équipe, même si j'ai essayé des sponsors et cetera, mais je fais surtout partie de la 2e équipe, surtout que dans mon sens, dans mon monde, c'est beaucoup plus naturel d'avoir ce genre de produit. Parce que les gens viennent s'informer, viennent apprendre des choses, viennent monter en compétences et donc ils ont besoin d'un accompagnement, ou d'une formation sur, Notion ou sur Make et cetera et cetera. Et donc c'est les 2 seules formations que j'ai. Donc la première erreur que j'ai faite, c'est pas d'investir, humainement parlant sur mes formations, mais d'investir humainement parlant sur YouTube. Parce qu'en fait, YouTube, c'est un process qui est très difficile. Enfin, il y a beaucoup dans ta tête et avant de l'expliquer à des gens, tu perds énormément de temps. Et si tu le fais sur YouTube, ce qui était mon cas, bah, tu as beaucoup plus de mal, en fait, à continuer à expliquer à ces gens-là comment faire du YouTube à ta place, ce qui est impossible. Et en même temps, tu fais toi-même les formations, tu fais les contenus, tu aides les gens, etc. Surtout que dans mes formations, il y a le côté enfin, je réponds beaucoup aux questions, et cetera. Et là, j'ai fait le contraire, c'est-à-dire j'ai d'abord investi humainement parlant dans mes formations où j'ai pris des coachs, où j'ai pris quelqu'un qui m'aide sur toute la partie customer care, et cetera. Une fois que ça c'est en place, je peux maintenant me concentrer enfin après je sais pas combien d'années de YouTube tout seul à tiens, je vais me faire aider plus sur la partie YouTube. Et j'ai toujours eu une personne qui monte pour moi depuis 2 ans là. La Euh, même personne. la même personne, ouais. Incroyable. Ça a changé un petit peu, Ouais. mais grossièrement la même personne. Mais maintenant, je commence plus à m'entourer sur la partie écriture, recherche et du coup montage cadrage sur lequel il y a encore plein d'ajustements à faire, quoi. Ouais. Je suis pas encore au niveau de montage dont je suis fier, tu vois. OK. Mmh. Je veux qu'on vienne vite fait clore un sujet sur les thumbnails, les titres, et cetera. Est-ce que tu as des apprentissages, des tips, des tricks, des trucs que tu as testés qui pour toi ont eu un impact significatif que tu pourrais nous partager? Je crois que j'en ai un fichier Notion complet, quoi. Donc tu documentes Ah ouais, ouais, ouais. et Bah, ouais, ouais. dis-moi, pardon. Bah, ouais, en fait sur, il y a des petits détails et comme des, en fait, on parle même de TTH, tu vois? Genre Title Thumbnail Hook Mmh. et et le triplet, TTH, c'est ce qui fait qu'une vidéo a plus de chances de marcher ou pas. En gros, c'est la devanture, quand tu rentres et qu'est-ce que ça te fait ressentir, quoi, en Ouais. fait, et donc plein d'apprentissages sur chacune des 3 parties. Je vais t'en donner quelques-uns par partie. Le title, bah, faut que ça vienne créer de la curiosité, suscite de la curiosité. Il faut que ça crée ce qu'on appelle une open loop, donc quelque chose qui se démarre dans ton cerveau, mais t'as pas la suite parce que humainement on est câblé pour avoir la fin de l'histoire. Il faut que ça donne de la valeur, que ça soit clair, qu'il y ait de la valeur. Et je crois que je dois avoir une base de données de titres monstrueuse que dès que je vois un titre où j'ai envie de cliquer, boum, j'enregistre. OK. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant sur le thumbnail, du coup sur la miniature, pas plus de 3 éléments. Toujours regarder en petit, parce que toi, quand tu es sur Photoshop, tu le vois en grand, mais les gens, ils le voient sur un petit écran. Le fait que, alors en ce moment, c'est un peu une mode, tu sais, avec des visages très, tu sais, dark, enfin pas dark, mais tu vois, très contrastés et tout. C'est une mode, tu vois, mais en fait, il faut que ça pop. Ouais. Mais tu as plein de manières de la faire popper, pas que comme ça. Les gens regardent la miniature avant de regarder le titre, toujours. Voilà, ça c'est au niveau de la thumbnail. Et le hook, faut qu'en 30 secondes, tu aies la permission, enfin, faut que voilà, tu aies la permission de laisser les gens regarder la suite. Donc, et ça se passe graduellement. C'est qu'ils regardent les 3 secondes, puis ils regardent les 6, puis ils regardent les 9, puis ils regardent les 20, puis ils regardent les 30. Et si tu regardes la courbe de rétention sur ces premières minutes, c'est fou, quoi. Les 30 premières secondes font que 50% des gens peuvent partir, quoi. Ouais. Et tu vois, moi, je vise pour chaque vidéo au minimum 70% de rétention, quoi. Tu vois. Et ça, en fait, c'est haut du standard. Et pour faire ça, bah, il faut que dans un hook, donc dans une accroche, il y ait le oui, j'ai bien fait de cliquer sur la miniature.
voici ce que tu vas apprendre. Que tu viennes appuyer un peu plus sur les douleurs, sur le fait que les problèmes que cette personne a, que, que le fait que tu vas apprendre ça va te permettre de faire ça, et qu'il n'y a pas mieux que moi pour t'expliquer ça. Et bonus, si tu peux donner le input bias, c'est-à-dire que au-delà du statut de il n'y a pas mieux que moi, c'est j'ai passé tant d'heures à faire ce que les autres n'ont pas fait. Et là, c'est nickel. Ok. Comment t'as appris tout ça? C'est juste un travail de benchmark ou t'as des ressources à partager? En vrai, il y a tellement de. En fait, je passe mon temps à regarder YouTube, à regarder comment les bons font, à regarder ce que les gens de l'industrie disent, et puis à tester surtout. La chance que j'ai, c'est que j'ai un bac à sable de ouf pour Ouais. tester des trucs. Parce qu'il y a des choses qui paraissent cool, mais quand tu les mets en place, c'est pas possible, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est ce qui marche pour moi, tu vois. Bah tu vois, pour reprendre ce que tu dis, moi, dans mon cas, j'ai une petite communauté sur YouTube et j'ai l'impression que je peux pas tester, en fait. Tu vois, parce que là, j'ai sorti une vidéo, euh, elle va faire peut-être 3000 vues et je me dis, c'est pas significatif pour pouvoir tester. Même si je change la miniature et que le CTR il baisse ou il augmente, je sais pas si c'est juste le fruit du hasard parce que YouTube fait un peu des batchs progressifs, tu vois, où il pousse à différentes audiences, ou est-ce que c'est un impact lié à ma miniature? Moi, je pense qu'à n'importe quel level, on devrait pouvoir tester ça. Après, c'est comme, c'est comme dire, je vais essayer de trouver une analogie un peu cool en parlant, mais imaginons, tu as un petit restaurant et tu veux essayer d'appliquer les, euh, les standards et les techniques que les palaces étoilés, genre MrBeast, font pour rendre leur plat un peu cool, tu vois. Ouais. Oui, mais ça va pas se voir. Déjà, faut qu'il y ait des gens, tu vois. Et donc, pour en gros appliquer les techniques de Palace étoilé, à savoir changer miniature, etc. Bah, faut déjà qu'il y ait des gens. Et en effet, pour avoir des gens, il y a tellement de choses de base avant à faire qui sont du genre, bah, publie souvent et des titres Ouais. qui répondent aux questions de ton persona. De plus en vois dans les 10 vidéos que tu vas publier quelle est celle qui marche bien, fais des versions différentes de celle qui marche bien. Donc, avant de commencer à se dire, ouais, les miniatures vont être différentes, enfin, je vais tester d'autres miniatures, il y a ce travail-là en amont qui est à faire. C'est un peu comme les gens qui veulent commencer à courir un marathon et qui, tu vois, qui ont vu toutes les vidéos, qui ont déjà acheté leurs chaussures, qui voient ce que c'est qu'une VMA, une VO2 max, etc. Mais si tu regardes leur volume d'entraînement par semaine, ils plafonnent à 5 km. Ouais. Et c'est la même chose, en fait. Ok. Intéressant. Et je pense qu'il y a un biais du survivant, tu vois aussi. Quand tu regardes MrBeast, tu te dis, OK, il a changé la couleur de sa cravate, et bam, ça a eu un impact. Tu es tenté de vouloir reproduire. Ah, c'est clair. Admettons que tu as déjà les bases, que tu publies régulièrement, etc. Ou même quand tu vois une miniature d'Inoxtag et tout, tu te dis, ouais, la miniature, elle est trop bien, je vais commencer à faire le même style et tout. Mais il y a juste le biais du fait que là, lui, c'est Inoxtag, lui, c'est MrBeast, et c'est parce que c'est lui que ça marche, tu vois. Donc, moi, j'ai l'impression que là, le YouTube Game, il commence à s'uniformiser sur plein de choses pour essayer de reproduire ce que font ceux qui marchent et qui sont très gros. Et que dans plein de cas, en fait, ça paye pas, tu vois. Est-ce qu'il y a des créateurs ou un créateur qui te vient en tête qui a master ce truc de title thumbnail hook? Bah en fait, justement, ça, si je t'en donne un, ça revient à corroborer ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un type de YouTube qui existe avec C'est une vrai. manière de faire, etc. Tu m'as eu à mon propre jeu. Mais ce qui et c'était ça ta conclusion d'ailleurs? Non, Ouais, non. c'est un peu. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, si par exemple je te dis Ali Abdal, je trouve qu'il cartonne sur ce truc-là. Bah justement, je trouve que le nombre d'Ali Abdal qu'il y a aujourd'hui, c'est phénoménal. Et donc c'est même plus le YouTube que je regarde, tu vois. Je pense qu'il y en a plein d'autres, tu vois, qui aujourd'hui comprennent le fait qu'il faut un title thumbnail hook, mais qui utilisent pas les codes exactement comme il faut, Mhm. mais pourtant qui cartonnent, tu vois. J'ai pas d'exemple concret parce qu'en fait, par type de vidéo, tu vas en avoir tellement différents. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en regardant ton historique de 100 dernières vidéos, qui sont pas des shorts, tu pourrais en déterminer un type de format et un type de longueur de vidéo et un type de thumbnail, etc., que toi t'aimes regarder. Et, et avec un peu de chance, ce qui est fou, parce que moi je dis toujours des vidéos, je fais des vidéos de moi il y a 3 ans, pour moi il y a 3 ans. Et si j'ai l'historique des vidéos que je regardais il y a 3 ans et que j'en fais ce travail-là de format, etc.,
et bah, en fait, tu as les formats que toi tu regardes, tu vois? Mais c'est Mmh. pas toujours que un, tu vois? Ouais. OK, intéressant. Revenons sur la partie formation. Ouais, Tu peux nous expliquer un peu comment est construit ton business? Pour ouais. ceux qui te connaissent pas? Donc le business est donc principalement, posé sur des formations aujourd'hui, avec plusieurs, partis pris. Premièrement, moi je pense que le monde de la formation, il y a eu beaucoup, trop, d'infopreneurs charlatans, qui ont investi ce game, pendant trop longtemps et donc aujourd'hui, on marche sur des œufs. Quand on vend des formations, on est très vite, infopreneur, bas de gamme. Alors moi, c'est ce que je voulais pas, qu'il se passe. Donc hem, j'ai fait plein de choses pour éviter que ça se passe. Mais grossièrement, avant d'aller dans le détail, pour dégrossir le terrain, aujourd'hui, j'ai 2 formations, qui sont, des grosses formations qui durent 6 mois, dans lesquelles, une première c'est apprends à t'organiser avec Notion et à organiser ton équipe ou avec Notion. Dans lequel tu as une partie vidéo à regarder, classique, avec des exercices, des QCM, et cetera, avec même des passages de, ce que j'appelle le pass Notion, c'est genre un espèce de code de la route de Notion. Ça, c'est une première partie. Il y a une autre partie où tu peux, pendant 6 mois, poser toutes les questions qu'il faut et nous, on revient vers toi dans les 2 jours. Il y a une partie office hour où toutes les semaines, il y a moi ou quelqu'un en live pour répondre aux questions. On partage notre écran, la personne partage son écran, on lui explique que là, elle a un problème, et cetera. Et une troisième partie qui sont des lives mensuels dans lesquels on débriefe des nouveautés. Et ça, c'est moi qui le fais. Et ça, c'est ça pendant 6 mois. Ça, c'est sur la première formation Notion et j'en ai une deuxième sur l'automatisation qui s'appelle la formation Make. Et là, c'est pareil, c'est apprends à gagner 3 heures par jour, apprends à automatiser tes process, etc. avec Make. Et là, c'est le même process. Vidéo, live, office hour, question-réponse. OK. Un truc qui me fascine par rapport à ton business, c'est la façon dont en fait, tu apportes énormément de valeur aux gens. Déjà, quand on regarde tes vidéos, on apprend beaucoup de choses, tu aides aussi à résoudre des problèmes qui sont très spécifiques, hem je dirais que l'expérience du viewer, elle est vraiment très complète et je pense que tu as beaucoup d'abonnés qui te suivent depuis longtemps, tu as eu un impact dans leur travail, dans leur vie et cetera, hem et du coup, tu as créé des espèces de tunnels. Donc en fait, l'utilisateur, il va rentrer un petit peu dans l'univers de Shubham. Il va y rester, il va y avoir différentes étapes marquantes et potentiellement, il va prendre une formation. Est-ce que tu peux raconter un peu les étapes ou par quel chemin passe un viewer? Ouais. Ouais, en effet, je pense que jusque-là, on a parlé de YouTube, Ouais, qui est la manière de comment je me fais connaître et comment je fidélise les gens par rapport à la valeur qu'ils ont. On a parlé de ce qu'ils peuvent acheter, donc des formations pour devenir meilleurs et pour continuer et pour professionnaliser leur game un petit peu. Euh, mais maintenant, on va parler de ce qu'il y a au milieu. Qu'est-ce qui fait le pont entre les deux? Euh, Souvent, dans l'industrie de l'infoprenariat, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a standardisé un truc parce qu'il y en a certains qui l'ont fait. De Vends enfin non, dans tes vidéos, demande à télécharger un e-book. 3 jours plus tard, dis-leur, il y a un lancement. 4 jours plus tard, envoie-leur une offre avec, bizarrement, il y a 200, moins 200 euros aujourd'hui, maintenant, sinon plus tard. Et en fait, c'est toujours une promo. Et souvent, c'est même pas moins 200 euros, c'est genre, c'était 5000 euros et maintenant c'est 397 euros. Tu vois. Et ça, c'était industrie standard. Euh, Sauf que les gens sont pas bêtes, ils voient le truc venir maintenant. Et du coup, moi, comment je vois cette expérience d'avant-vente, c'est pour ça que je parle d'expérience d'avant-vente, c'est parce que j'aime pas le mot tunnel, j'aime pas le mot funnel. Parce que t'aimerais pas que. J'aime pas l'idée de te faire passer Armand dans un tunnel, tu vois, ça me fait ouais, bizarre. J'aime bien parler d'expérience avant-vente. Et donc un peu de user life cycle, ce qui est beaucoup utilisé dans le monde du SaaS. Moi, je viens du monde du SaaS, donc j'aime bien appliquer un peu. Parce que les gens du SaaS sont très bons en onboarding. Et c'est des masterclass d'onboarding, la manière dont les gens sont chouchoutés. Et donc, juste Shubham, je te vas-y, coupe. Le SaaS, pour ceux qui savent pas, c'est Software as a Service, c'est tous les outils que vous payez tous les mois, votre abonnement à Gmail, votre abonnement à Figma, Spotify, Spotify, ouais. etc. C'est des outils que vous payez peu tous les mois. C'est-à-dire que là où avant on achetait un CD-ROM Microsoft Word à 500 euros, maintenant on paye 27 euros ou 19 euros par mois. Bah, Windows est devenu, enfin, Microsoft Word est devenu un SaaS. Ouais. Et donc les SaaS, les Dropbox, etc., ont une superbe expérience d'onboarding parce que c'est des gens qui sont très bons en produits. Nous, dans l'infopreneur, on ne parle même pas de produits. C'est des gens qui sont très bons en expérience client.
Et du coup, j'ai essayé d'appliquer au maximum les principes de ce qui se passe en expérience client dans le monde du SaaS dans mon business à moi. Et donc, en effet, dans le user lifecycle avant-vente, il y a plein de choses qui se passent. J'ai mis en place donc beaucoup avec des automatisations, mais en gros, dès que les gens vont venir sur mes vidéos et qu'ils arrivent dans un mailing list parce qu'ils ont voulu regarder un cours gratuit ou quoi que ce soit, bah, il y a plein de types de tags qui leur est associé. Il y a un scoring qui leur est associé en fonction des actions qu'ils font dedans. Et puis, il y a un moment donné, quand moi je considère, programmatiquement parlant, qu'ils sont assez matures à recevoir une offre, et ben ils reçoivent une offre pour une déformation. Ça, c'est à quoi ressemble grossièrement cette expérience de vente. La raison pour laquelle je l'appelle pas tunnel, c'est que c'est pas dit qu'à un moment donné, tu recevras une offre, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que ça se trouve, tu t'en fous, quoi. C'est pas une entrée, une sortie, quoi. Exactement. Et il y a un principe de base, c'est que il y en a plusieurs auxquels je crois et beaucoup de partis pris. Premièrement, c'est que ton utilisateur, avant d'acheter quelque chose, il a besoin d'un certain nombre de touchpoints. Je crois que c'était une étude de Google qui dit qu'il y a besoin de 11 touchpoints pour pouvoir vendre quelque chose à quelqu'un. Premièrement, donc c'est la première chose. Donc tu peux pas, quand une personne vient de télécharger ton e-book, 7 jours après lui vendre et après être déceptif sur le fait que c'est pas normal, j'ai acquis cette personne pourtant 2,70 € sur Facebook. Non, ça marche pas comme ça. Mhm. Et l'autre parti pris très, très fort, c'est que pourquoi vendre à des gens où tu sais qu'ils vont pas acheter? Ça te fait passer plus pour un vendeur de tapis que pour quelque chose où tu apportes de la valeur. Voilà. Donc je vends pas à tout le monde et je suis tout à fait OK avec ça. Beaucoup des groupes d'infopreneurs dans lesquels j'ai été, etc., pour eux, ils trouvent ça aberrant, le fait de mais Shubham, tu laisses de l'argent sur la table. Non, tu as peur de vendre. Non, en fait, c'est parce que tu pas confiance en ton produit. Non, c'est juste pourquoi tu irais vendre une caméra à un type qui commence à peine, qui sait même pas utiliser son iPhone. Ouais. Voilà. Et tu as des belles histoires de personnes qui sont passées par ta formation à me raconter? J'en ai plein. Et ce qui est assez bizarre, je pense que c'est un mécanisme de protection sur la largeur de mes chevilles, mais en fait, je fais assez peu attention. Enfin, je fais assez peu attention. Je dis merci. Je mets dans une boîte à souvenirs. On a un channel sur Slack, YouTube Love, Notion Secret Love et Formation Make Love. Et en fait, j'ai tendance à peu m'attarder dessus, tu vois. Parce que je sais que sinon, c'est une manière de juste chill out et voilà. Mais pour t'en donner quelques-uns, je pense que quand je vois les gens dans la vraie vie, ils sont beaucoup en mode putain, mais ta chaîne YouTube, ça m'a changé ma carrière. Des gens qui étaient dans totalement autre chose, qui se sont mis à faire de l'automatisation ou de la prestation Notion, etc. Ça a changé leur vie. Des boîtes qui maintenant passent 3 fois moins de temps à faire un process pour lesquels ils avaient besoin chaque année de prendre des alternants et des stagiaires. En fait, ce genre d'historie, tu vois, Mhm. des gens qui avaient un business et maintenant ils sont automatisés une grosse partie. Ouais. Plein d'histoires comme ça, tu vois. Et tu parlais de scoring, donc en gros, quand un utilisateur va arriver un peu dans l'univers Shubham, en fonction de la façon dont il a interagi, peut-être d'un questionnaire auquel il a répondu, etc., tu as dit que tu lui attribuais un score. Euh, Grosso modo, en fait, comment ça marche? À quoi ça sert? Tu arrives à mieux définir le profil de la personne? Tu dis que lui, il a peut-être besoin plus de Notion versus du Make ou... À quoi ça sert? C'est une bonne question. Déjà, tout ce que je fais, c'est toujours à but d'apprentissage pour moi. Donc ça veut dire que ça veut pas dire que ça va marcher pour d'autres personnes, etc. C'est qu'avant de faire ça, j'ai testé plein de trucs. Et ce dont je me suis rendu compte, et c'est ça l'hypothèse que je vérifie et sur laquelle j'itère, c'est je considère que quand les gens viennent dans mon monde, ils ont plusieurs types de besoins. Donc, plusieurs directions de besoins. J'ai besoin d'automatiser, j'ai besoin de m'organiser, etc., etc. Après, ils ont plusieurs degrés de, d'urgence à Mhm. régler ce besoin. Est-ce que c'est maintenant parce que mon boss me le demande et que je suis en PLS, et du coup j'ai déjà regardé 5 de tes vidéos et j'en ai marre et je veux la réponse, ou est-ce que c'est genre, ah cool, pas pour maintenant, mais plus tard. Et en fait, c'est sur ces deux critères sur lesquels moi, j'ai besoin d'avoir l'information. Parce qu'en fonction de dans quelle direction il veut aller et quelle est l'urgence de son besoin, je peux, moi, savoir qu'est-ce qu'il faut lui donner comme information. La troisième variable que je viens d'ajouter, c'est qui il est. Où elle est. Est-ce que c'est quelqu'un qui est solo, qui vient de démarrer, qui n'a pas beaucoup d'argent? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui bosse dans une boîte dont c'est pas lui qui gère le budget? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà un certain chiffre d'affaires, etc. En fait, ça va permettre de définir quelles sont les douleurs sur lesquelles je vais appuyer
pour lui faire comprendre que c'est peut-être plus urgent que tu penses ou pas. Mmh. Mais avec ces 3 éléments, j'arrive en gros à déterminer, donc il y a un score pour chaque élément grossièrement, et j'arrive à déterminer si c'est maintenant ou plus tard qu'il faut pitcher la formation, quoi. Ou est-ce qu'il faut pas lui pitcher? Ou est-ce qu'il faut juste lui donner déjà ça se trouve, il faut juste lui envoyer les 10 dernières vidéos, que j'ai fait sur l'automatisation que cette personne n'a pas pu regarder parce que YouTube lui a pas suggéré, en fait. C'est Mmh. moi-même qui crée mon expérience client et pas YouTube. Ouais. Donc ça, tu l'as automatisé. Admettons, un gars rentre, il a un score qui lui est attribué. Ton score dit, OK, ce gars a pas beaucoup d'argent, il a juste un besoin qui est très précis sur l'automation. Tu lui envoies un mail automatique qui dit, ah bah tiens, les 5 dernières vidéos sur tel sujet, peut-être que ça peut t'aider. Dans un mail, je le fais pas, mais souvent ça ressemble à quelque chose comme ça. Imaginons tu rentres sur une formation qui s'appelle Automation Facile, j'arrive à comprendre un peu ton besoin, puis après je vais t'envoyer sur voici les 5 erreurs que les gens font quand ils démarrent dans le monde d'automatisation, puis après un truc de euh, voici comment convaincre ton équipe que l'automatisation est important, puis après regarde une des vidéos que j'ai faites, là j'ai parlé de ce truc-là, peut-être ça peut t'intéresser. Regarde cette semaine, j'ai écrit un article de blog là-dessus, et puis en fonction de si déjà il ouvre, s'il clique ou il ouvre ses emails, je vois que si son score va bouger ou pas. C'est au bout d'un certain score, il y a un moment donné, il y a une action de vente qui va s'exécuter, qui va être du genre, vas-y, c'est le moment de pitcher la formation. OK. Et pour ceux qui te connaissent pas ou qui l'ont pas capté, jusque-là, tu es un crack de l'automatisation. C'est mon sujet, ouais. Donc l'automatisation, c'est quoi déjà? L'automatisation, c'est en gros, je sais pas, quand tu es dans ta maison et que tu as envie de laver des vêtements, tu les laves plus à la main parce qu'on a inventé une machine à laver. Heu et ça te coûte pas plus cher, modulo électricité, en fait, le temps que ça te fait gagner en lavant tes vêtements dans une machine à laver vs le temps que tu perdrais à les faire à la main, ça vaut le coût d'électricité. Mmh. Et c'est pareil, sauf que dans le monde de l'automatisation et dans nos business, les machines à laver n'existent pas toutes encore. Il faut les créer parfois. En effet, tu vois, on a mis la possibilité d'avoir des SaaS comme des Google Sheets, etc. Pour te faire payer 20 € par mois, mais pour avoir assez de ROI. En revanche, pour ton business spécifiquement, qui est le fait de découper des vidéos en plein de petites vidéos, cette machine à laver, ce produit automatique n'existe pas encore. Mmh. Et donc avec des outils comme Zapier, comme Make, qui avec aujourd'hui plein d'autres outils, on peut créer un peu nos propres machines à laver qui, en un bouton, font des choses qu'on était avant obligé de faire à la main. Et donc ça nous fait gagner du temps, et du temps qu'on peut investir dans autre chose. Et donc aujourd'hui, il y a des outils comme Make, comme Zapier, et il y en a plein d'autres, qui te permettent de faire des automatisations du type, tiens, dès que mon client remplit ce formulaire sur Typeform, Tally, Google Form, ajoute cette personne dans ma base de données Airtable ou Notion ou peu importe. Ensuite, fais un appel à ChatGPT afin de compléter ces informations sur telle et telle chose. Une fois que tu as ces informations, crée des slides automatiques avec son industrie, en utilisant ce template, etc. Envoie-moi ces slides pour les valider. Dès que je les valide, envoie la proposition commerciale à ce client. Là où, avant, on faisait beaucoup, où il y a des gens, les sales development représentatives, Ouais. les operational sales, dont leur taf était uniquement de faire ça, de faire des slides en remplaçant juste les noms par Jean, monsieur au lieu de Jean, madame, maintenant ça se fait automatiquement. Parce qu'on a créé les machines à laver qui nous permettent de faire ça en un clic. Et ça, c'est une compétence. Et c'est la compétence que j'explique un peu dans les formations et aussi que je m'applique à moi-même. Ouais. Et en tant que créateur, si on oublie un peu le côté formation, business et tout, tu peux me donner un exemple, d'automatisation que tu utilises? Côté créateur, par exemple, dès que aujourd'hui une vidéo est publiée, dans mon CRM, dans mon vidéo management system, je mets la miniature à jour, je mets le titre à jour, je mets les vues à jour, etc. pour derrière avoir une meilleure visibilité sur quelle vidéo performe. Au lieu d'aller sur des sites pour savoir quels sont mon nombre d'abonnés, nombre de vidéos et tout, j'ai un dashboard à jour constamment sur Notion où j'ai toutes mes infos. Truc classique, c'est dès qu'une vidéo est publiée, elle est aussi publiée sur Twitter en disant hey, by the way, je viens de sortir cette vidéo. Ce genre d'automatisation. OK. Est-ce que tu bosses sur des automatisations ou sur des trucs? Là, tu commences à tâter parce que tu es beaucoup dans l'exploration. Tu bidouilles, tu es alerte, par rapport à ce qui vient de sortir, les nouveautés et tout. Est-ce que tu bosses sur un truc là qui t'excite particulièrement? Tu te dis: «Ah ça peut»
dans 6 mois, dans 3 mois, 1 an, ça peut vraiment changer le game. Alors, c'est les self-operating computers, là. En fait, c'est depuis la conversation qu'on avait eue où je t'avais fait la petite démo de ChatGPT, enfin, GPT-4 qui prenait des screenshots de ton ordi pour faire bouger ta souris et pour faire des actions sur ton ordi. Bah, depuis, il y a un nouveau plugin Chrome qui est sorti qui permet Énorme. maintenant, tu demandes à l'app, voilà, bah, va sur tous mes emails, lis ces emails et réponds à tout cela en sachant que tu sais ça, 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 ça. Et ben, le plugin Chrome va aller maintenant cliquer, va sur Gmail, va cliquer, va faire sa vie, etc. Tu peux limite lui dire, réserve le billet d'avion, quoi. Et en fait, donc self-operating computer, donc c'est des ordinateurs qui se gèrent eux-mêmes sans demande de programmation. Là où avant, pour programmer des ordis, il fallait connaître un langage de programmation. Ça, déjà, avec le no-code, c'était plus possible. Enfin, ça permettait de le faire avec le no-code. C'est-à-dire que sans savoir coder, on pouvait programmer des ordis. Maintenant, sans même le no-code, aujourd'hui, juste en tapant un prompt, on peut programmer des actions sur un ordi. Et donc ça m'excite particulièrement parce que ça veut dire qu'on rend encore plus possible le fait de faire des choses incroyables sans forcément tout connaître sur un ordi. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que nous, on est obsolète, les gens qui connaissent plus, ça veut dire que juste on a un avantage compétitif encore plus fort de programmer ces machines qui elles-mêmes permettent aux gens qui ne savent pas programmer de faire des choses. Ça m'excite particulièrement en ce moment. Et quels sont les usages qui t'excitent? Tu vois, par rapport à ton cas, ton business ou la partie création, est-ce que tu imagines des trucs où ça pourrait t'aider? Bah, clairement, en fait, imagine tout le taf que tu donnes aujourd'hui à des assistants et des assistantes, en fait, parfois même, tu as la peur ou la flemme de le donner parce que ça te prend plus de temps déjà d'expliquer, etc. Bah là, tu peux avoir des workflows où, tu vois, tu as une vidéo qui sort, tu veux pas publier la vidéo comme ça. Tu veux d'abord prendre un screenshot d'une partie de la vidéo, puis après, tu veux rédiger un titre un petit peu différent en regardant la description, tu veux mettre ça dans un Notion, puis une fois que c'est mis dans le Notion, tu veux publier automatiquement. Mhm. Bah ça, avant, tu étais obligé de te prendre la tête pour créer une automatisation pour le faire. Maintenant, avec les self-operating computers, bah, tu peux juste lui dire, en fait. Et c'est flippant. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, tu peux juste dire, voilà, cette vidéo est sortie, maintenant ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu prennes un screenshot. Prends-moi 10 screenshots. Ces 10 screenshots, regarde quel est le meilleur, parce qu'en fait, tu sais faire. Et tu maintenant crées un titre accrocheur par rapport au même titre que j'ai fait, mais il faut pas que ce soit le même. Et puis maintenant, tu vas utiliser ces 3-4 screenshots que tu as sélectionnés sur mes réseaux différents pour pouvoir juste me les faire valider. Puis moi, dès que je valide, clic, 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 bah, tu les publies, pas tous en même temps, mais à des intervalles réguliers, et tu me les ajoutes en plus dans mon planning éditorial. C'est insane, en fait. Ouais. Sans savoir coder, en fait. Ah, ça va être incroyable. Si tu devais repartir de zéro aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un peu cet exercice mental ensemble tu choisis ta niche et comment est-ce que dès le début tu construis un business autour de cette niche de création de contenu? Ça peut être après. Moi, j'adore ces questions et en plus cet exercice mental. Je veux juste mettre un disclaimer avant. Ouais. Et je trouve que les gens qui font cet exercice ne le mettent pas forcément. C'est que je pars avec les compétences et les apprentissages que j'ai déjà eus. Ce qui peut ne pas être le cas de d'autres personnes. Il faut Complètement. être quand même Mais maintenant, si j'ai les compétences, si demain ma chaîne YouTube se fait hacker et que je dois repartir de zéro, ce qui peut être une question alternative, c'est moi demain ce que je fais. Déjà, je pense que je me mets un peu plus en go mode que je le suis. C'est-à-dire un peu plus on fire parce qu'en fait, il y a besoin de pousser beaucoup plus au début qu'il y a besoin de pousser une fois que le bateau roule, quoi, enfin nage. Enfin, se fait propulser Flotte. par son moteur. Mais l'effort à mettre au début, il est énorme. Ouais. Et donc déjà, il faudrait que je me mette dans une énergie mentale. Ok, les 3 prochains mois, va falloir apprendre reapprendre cette nouvelle compétence de démarrer beaucoup plus et mettre beaucoup plus d'efforts. Mais qu'est-ce que je mettrais comme effort? Je pense que je rappliquerai la stratégie de un réseau only dans un premier temps, sur lequel je me mets à fond, où je mets mon énergie. Tous les autres réseaux, etc., je les laisserai pas de côté comme je l'ai fait, mais j'utiliserai plus l'automatisation et l'IA en disant, voyons ce que ça donne. Ok. Justement en mettant des workflows en place de ce genre-là, qui sont bien meilleurs maintenant, tu vois. Donc ce que je ferais, c'est, je pense qu'aujourd'hui, je choisirais plus une niche d'IA parce qu'il y a tellement de place aujourd'hui et que j'ai un avantage compétitif de ouf pour aller comprendre et explorer ça. Tous les jours, tous les 2 jours, je ferai des vidéos sur des nouveautés.
Je les ferai avec une qualité que peu de gens peuvent faire sur YouTube, ce qui fait que ça me ferait passer, ça me f je serais perçu comme quelqu'un de carré sur ce sujet. Heu, je pense que, ça dépend si j'ai de l'argent ou pas dans cet exercice. Si j'ai pas d'argent, je ferai tout moi-même et en effet ça me prendrait de l'effort de vie. Mais si j'ai de l'argent, je déléguerais beaucoup plus, je déléguerais tout le montage. Je m'entourerais de gens qui m'aident à écrire mes hooks, parce que je suis pas le meilleur et je pense que ça se trouve en beaucoup. Des gens qui écrivent de meilleurs hooks. Je me prendrais beaucoup la tête sur mes miniatures. Hem et je pense que j'aurais une stratégie vraiment écrite en plus, tu vois? Sur le fait que vu que j'ai fait le premier contenu qui est, vidéo et ben je j'itérerai sur les meilleurs prompts et cetera pour, réutiliser mon contenu, et avoir une stratégie éditoriale faite par une IA, tu vois? Et faire vivre ce contenu au long terme aussi, tu vois? Je pense qu'il y a ce côté-là où, en fait l'IA tout change très souvent, mais je peux distinguer 2 types de contenus. Les types de contenus où tu réagis face à une, nouveauté Mmh. et les types de contenus qui sont: voici les fondamentaux». Genre, je t'explique ce que c'est qu'un LLM. Heu genre, je t'explique les principes de Gemini, tu vois? Et ça, ça reste quoi qu'il arrive, tu vois? Donc voilà. Et comment tu recrutes un monteur? Ou comment tu le formes pour que le style de montage soit vraiment, aligné avec ce que tu veux? C'est dur, parce que chaque monteur vient avec son style initialement. Maintenant, tu as 2 stratégies. Tu as la stratégie, heu, je prends le monteur pour son style, mais du coup, c'est le monteur qui crée ton style. Moi, je suis pas trop fan de cette stratégie-là pour plusieurs raisons. Une première, c'est que, demain, si ce monteur te lâche, bah, tu as plus de style. Et deuxièmement, tu après, ce qu'on va faire si on fait rentrer un autre monteur, c'est qu'on va, essayer de répliquer le style de quelqu'un d'autre et lui, il ne pourra pas s'exprimer, tu vois? Et du coup, moi, ce que je préfère faire, c'est créer des standards de montage avec des visuels qui sont toujours les mêmes, des tailles de titres et cetera. Ça, c'est un travail que j'ai fait cette année et du coup, bah, le but du monteur, c'est plus, d'appliquer déjà la base qui est le standard de montage et après s'amuser sur d'autres choses. Et la manière dont je le recrute et de toute façon, c'est un recrutement que je dois faire là, bientôt, donc ce que je compte faire, hem c'est cette fois-ci de donner un exercice de montage assez compliqué dans un premier temps, tu vois? Faire un peu un truc, fais apparaître ci, fais apparaître ça, maintenant, vas-y donne-moi donne-moi cette ambiance à cet endroit, parce que tu vois, tu as plusieurs niveaux de montage. Tu as le Mmh. montage déplace ça et mets-le à gauche, tu as le montage fais-moi me sentir comme ça, tu as le montage voici la vidéo, fais-en ce que tu veux et donc faut tester les gens sur différents niveaux. Voilà et puis derrière l'autre truc c'est, la fiabilité quoi. Est-ce que la personne quand elle a dit jeudi, c'est jeudi ou c'est jeudi 19h, ou 23h30 ou est-ce que c'est vendredi, tu vois? Mmh. Et voilà. Et dans l'exercice de repartir de zéro, de créer une chaîne autour de l'IA et compagnie, comment tu réfléchirais au business? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Est-ce que tu essaierais dès le début de penser à comment en faire une activité, pérenne financièrement? Ou tu te dis: «Non, le plus important c'est la création»? En fait, j'aurais en tête le fait que YouTube est une plateforme qui est pas la tienne et j'essaierais par contre dès le début d'avoir les emails des gens. Ça, c'est un truc que j'avais pas fait au début dans la première période jusqu'à mes 4 000 abonnés, mais que j'ai fait juste après et c'est ce qui me permet, tu vois, aujourd'hui de me dire, j'ai, 55 000, personnes sur ma base email avec 57 de taux d'ouverture, tu vois? Ce qui est insane et Ouais. parce que justement, c'est des gens qui sont chez moi et c'est trop bien. Donc la première chose que j'aurais faite, c'est trouver un moyen d'avoir leur email. Donc j'aurais fait un questionnaire sur l'IA, sur, test tes compétences en IA, beginner, advanced, et intermédiaire. Et ça me permet d'avoir leur email et ça leur envoie un PDF, récap, sur tout ce qu'ils doivent apprendre et cetera. Mmh. Ça serait un super truc. J'aurais fait en effet une formation, de base sur, 1 heure sur ce que c'est qu'un LLM. J'aurais fait une formation, de 1 heure gratos sur, le prompt engineering. J'aurais fait, mes prompts, gratos, que je leur ai donnés. Ça, c'est ce que j'aurais fait aujourd'hui, mais il faut être très agile parce que tout change très vite. Donc je n'aurais pas fait de formation sur ChatGPT, je n'aurais pas fait de formation sur tous les autres parce qu'en fait, ça change trop vite et que le temps d'investissement que ça représente de faire une bonne formation pour moi, ce qui est quasiment sur une demi-année, vaut pas le coup parce qu'à la fin, déjà le logiciel a changé et c'est Ouais. ce à quoi sont confrontés tous les gens qui font des formations sur ChatGPT. Donc ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait une cohorte de 12 mois sur à la fin, deviens vraiment, quelqu'un qui utilise ChatGPT dans ta life et ce que j'aurais fait dans cette cohorte,
c'est que j'aurais fait des lives toutes les 2 semaines pour expliquer les nouveautés. Et entre-temps, sur le premier mois, j'aurais fait un espèce de système où en fait, tous les 2 jours, il y a ce que j'appelle des sessions tatami que moi je fais. C'est genre, ils ont des trucs à apprendre et après, je mets 2 apprentis dans un ring, quoi, en gros, et je leur dis, OK, explique à lui ce que ça veut dire ça. OK, montre à lui comment faire ça. Et en fait, c'est une manière d'apprentissage qui est géniale. Et du coup, je baserais beaucoup plus ça sur l'expérience que sur le contenu. Et évidemment, ça me prendrait beaucoup plus de points de vie, mais c'est le mal nécessaire dans ce type de business pour pouvoir réussir parce que tous les autres font pas ça. Est-ce qu'il y a un créateur un peu underground, tu vois, émergent, qui te fait kiffer? Tu regardes Mmh. beaucoup de créateurs, question un peu annexe, mais de créateurs qui ont 500 abonnés, qui démarrent et tout? Pas vraiment, en fait. Je pense que je regarde pas tant, en fait. Je me rends compte. Je regarde YouTube sur comme je regarderais YouTube pour mon kiff, mais je regarde pas YouTube dans l'œil d'un youtubeur, en fait. Tu vois? Ce qui est ton cas, je pense. Toi, tu regardes YouTube avec l'œil d'un youtubeur. Moi, je me entertain, tu vois, sur YouTube. Ouais. OK. On peut passer à un autre sujet. Carrément. Tu es un, try-harder de de Ouais, la mesure et de l'optimisation ouais. et même du biohacking ou en tout cas de l'optimisation, par rapport, notamment au sport. Donc tu t'es lancé un défi, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah, sur le tryharder, déjà sur la mesure et tout, c'est vrai que j'aime bien traquer. Aujourd'hui, la technologie nous permet de traquer, d'automatiser. Pourquoi pas en profiter? Heu, pour être en meilleure santé et tout, c'est ouf. Maintenant, l'autre défi, c'est en effet, je me suis lancé le défi de faire un semi-marathon. Oh là là. Je me suis lancé le défi de faire un half Ironman en, en septembre. Et un half Ironman, c'est donc un semi-marathon, 90 kilomètres de vélo et 2 kilomètres de nage, grossièrement. Et c'est beaucoup, parce que je savais à la base pas nager, que j'ai appris à nager récemment, et je suis pas très bon en course à pied, ça va en vélo, tu vois. Et donc c'est en effet un gros challenge, et je t'en parlais, c'est un challenge à la hauteur de mes challenges pro, Ouais. ce qui m'oblige un peu à m'entraîner, quoi. Tu peux juste m'en dire plus par rapport à ça? Tu me disais en gros, que si tu te fixes pas de gros challenges d'un point de vue perso, juste tu les mets de côté. Ouais. Ouais, bah, je pense que c'est un peu humain, enfin humain, en tout cas ça marche pour moi. Je sais qu'au niveau pro, j'ai des bêtes d'objectifs qui me font kiffer, qui me permettent d'aller plus loin, de devenir meilleur. Et en fait, c'est un combo gagnant. Je me fais kiffer, je remplis mes valeurs hautes d'expérience, de transmission, d'apprentissage. Je suis, et en plus, je performe et j'apporte de la valeur aux gens. Génial, trop bien, tu vois. Ça me donne assez d'argent pour pouvoir faire ce que je veux, donc en fait, c'est combo gagnant. Le seul truc où c'est pas le combo gagnant, c'est bah, ma santé. Parce que rester assis sur une chaise, c'est pas ouf d'un point de vue corps. Euh, ça me fait pas, tu vois, gagner particulièrement sur mes relations amicales, amoureuses ou quoi que ce soit. Et ça me fait pas gagner non plus sur la partie mental health, tu vois, à quel point je me sens bien dans ma tête, etc. Oui, un petit peu parce que je me fais kiffer, mais c'est pas ça qui va contribuer à une meilleure santé mentale. Mmh. Et donc, du coup, j'ai besoin, dans chacun de ces 3 autres parties de ma vie, à trouver des objectifs ou des choses qui me font autant vibrer, qui vont autant me faire progresser et kiffer. Et donc, dans la partie corps et sport, bah, c'est ce Alpha Ironman. Et pour moi, c'est assez important, en effet, d'avoir des objectifs, en tout cas des choses qui me font aller vers du moi meilleur, visible, traquable, dans un short span, qui soit pas sur 20 ans, mais qui Ouais, soit sur 1 an. Comme ça, au moins, je sais que je suis dedans ou je suis pas dedans. ouais. Et je me focalise pas toute mon attention sur mon taf, qui est aussi ma passion, tu Ouais. Et du coup, quand tu t'intéresses à un sujet, tu digues beaucoup. vois? Donc tu Ouais, fais beaucoup de recherches, tu consommes du contenu, tu t'écoutes des podcasts, tu ouais. regardes des vidéos. Tu dirais que c'est quoi tes principaux apprentissages, dans le cadre de cette préparation au triathlon, au half Ironman? Waouh, L'accent anglais. alors je suis encore en in progress, hein, donc je pense que quelqu'un qui est à fond là-dessus, comprendrait, beaucoup plus que moi parce qu'évidemment il en fait une vie, quoi, tu vois, Ouais. de métier. Mais justement, je trouve ça intéressant d'avoir d'un point de vue quelqu'un qui part de zéro, tu vois? Ouais, Ou un débutant entre guillemets. ouais. Parce que la magie d'internet et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui on peut level up sur n'importe quel sujet. Et moi je l'utilise cette magie, je l'utilise de ouf tous les jours.
Et en fait, quand je tiens un sujet, j'ai envie de le creuser, de le creuser, de le creuser, d'aller discuter avec les bonnes personnes, d'aller me faire coacher sur ce sujet, d'aller chercher de l'information et tout. Et donc, ce que j'ai appris, euh, grossièrement, ça va partir en technique, hein, je sais pas si t'es Ouais, chaud, mais grossièrement, ton corps humain, il a une capacité aérobie. Donc, en gros, ce que tu respires en oxygène, tu l'utilises pour du mouvement. Cool. Que ça soit pour du vélo, de natation ou de la course à pied ou de la muscu, euh, en fait, tu vas avoir une capacité aérobie. Donc, en gros, tout ce que tu vas ingérer d'oxygène, est-ce que tu vas pouvoir courir avec ou est-ce que tu vas passer en anaérobie? C'est-à-dire qu'en fait, l'oxygène que tu ingères n'est pas suffisant pour pouvoir déployer assez d'énergie pour l'activité que tu es en train de faire. Et donc, euh, en anaérobie, tu as l'activité alactique et analactique, mais si grossièrement on dit ça, ça veut dire qu'il y a un moment donné, ton corps va devoir mobiliser d'autres ressources. Ces autres ressources, souvent, ça produit de l'acide lactique et du coup, tu vas pas pouvoir la tenir au long terme. Euh, donc voilà. Donc selon les activités que tu fais, donc moi dans mon cas, je vais parler ici de tout ce qui est dans la Alpha Ironman et dans la musculation. Les activités que tu fais dans l'Alpha Ironman, pour l'entraînement, tu vas essayer de passer beaucoup de temps dans l'aérobie. Donc, essayer de devenir meilleur à utiliser avec la Mhm. consommation d'oxygène que tu as, l'output que tu peux faire au niveau de ton corps et venir améliorer tes indicateurs de VMA, VO2 max, etc. etc. Du coup, s'entraîner dans des différentes zones, parce qu'il y a différentes zones de battements par minute dans lesquelles tu peux t'entraîner pour améliorer telle et telle chose. Et tu as un peu d'entraînement en anaérobie, donc ce qu'on appelle le fractionné, qui va venir te faire progresser euh, en gros dans tes différentes disciplines. Ça, c'est pour la partie endurance. Pour la partie muscle, dans ce cas-là de Alpha Ironman, je sais que cette année, je vais pas prendre de muscles. J'ai fait la paix avec ça, mais je vais faire du renforcement musculaire pour éviter de me blesser. Parce que le fait de prendre du muscle, le fait de soulever des charges lourdes, etc., c'est très taxing. Ça taxe beaucoup ton système nerveux. Et ça aussi, c'est un élément hyper central dedans. Et système nerveux, tu as deux types de systèmes. Tu as le sympathique, parasympathique. Et en fait, le but, c'est pas trop de taxer le système nerveux. Parce que déjà, avec le volume d'entraînement que je vais m'envoyer, faut que ça me permette, faut que je puisse bosser à côté. Et faut en plus que faut pas que je me blesse. Mhm. Parce que si système nerveux HS, beaucoup plus de possibilités de blessure. Et c'est pas ce que je veux. Donc le but, c'est de garder un équilibre sur tout ça, continuer à m'entraîner. Et voilà. Ça, c'est grossièrement ce que j'ai appris. Super intéressant. Ouais. Et du coup, tu traques quoi comme indicateur? Pour toi, les indicateurs les plus importants, Pour déjà, sur ça, je pense que je vais me prendre un bon coach de triathlon. La raison pour laquelle je ne l'ai pas encore pris, c'est que je voulais arriver à un certain niveau pour pouvoir avoir un niveau de discussion avec lui où je m'éclate et que lui aussi. Euh, et donc aujourd'hui, ce que je traque quand je cours, quand je nage ou quoi que ce soit, c'est mes pulsations à la minute. En vélo, c'est mon wattage, donc combien de watts j'envoie sur le vélo. En nage, je suis pas très bon, donc je traque pas grand-chose. Pour l'instant, j'ai juste besoin de nager. Et en muscu, je regarde mon one rep max sur les trois exercices de développé couché, donc bench press, deadlift, soulevé de terre et les squats. Et je regarde juste combien je suis capable de pousser en one rep max. Et mes entraînements, c'est souvent, selon où j'en suis, quel pourcentage de ce one rep max je prends mhm. pour m'entraîner, quoi. Et tu prends des compléments alimentaires ou pas? Euh, Ça dépend dans quelle période je suis. Si quand je m'entraîne bien, je prends des shakers de protéines parce que je trouve qu'on est tous sous-alimentés en protéines et que c'est important d'avoir des assiettes équilibrées et que c'est compliqué d'aller chercher de la protéine. Sinon, à côté, je prends un truc qui s'appelle le AG1, c'est pas mal. C'est en gros plein de composants qu'on trouve dans les légumes, etc., qui sont blend et qui sont mis dans un truc le matin. Et après, sinon, oméga 3 et magnésium. Sur Et les tu trucs. regardes quoi comme chaîne YouTube sur ces thématiques? Franchement, je regarde plein de youtubeurs, je passe par plein de types de phases. Mhm. Là, en ce moment, ma chaîne YouTube préférée, c'est Squat University. Putain, c'est génial parce que en fait, j'apprends sur l'anatomie humaine de ouf. Je pense que j'aurais fait kiné si j'étais pas dans le monde YouTube, mais je trouve ça génial parce qu'il t'explique comment bosser des postures, comment bosser tes mouvements compound
bien comme il faut, comment te rééquilibrer, parce que j'ai quelques déséquilibres, etc., vu que je m'étais fait opérer du genou. Enfin, je trouve ça génial. Donc Squat University, en ce moment, c'est ce que je regarde le Mhm. plus. Puis sinon, j'en ai plein d'autres. Là, comme ça, il n'y en a pas qui revient une Ok. particulière. Est-ce qu'il y a un créateur que je devrais recevoir sur le podcast à ton avis? Quel type? Peu importe. Un créateur que toi t'aimerais bien voir sur le podcast? Euh, Bah, tu vois, on parlait d'Iron Human, Ouais. Tristan. J'aimerais bien savoir un peu, lui, d'un point de vue création, où est-ce qu'il en est, tu vois. Parce que c'est un. Parce que je trouve que sur YouTube, en fait, tu as deux manières de progresser. Soit tu progresses dans la partie média, soit tu progresses dans la partie business slash formation slash ta passion, etc. Et en fait, comment tu gardes les deux? Je suis curieux de savoir comment lui il gère. Ouais. Et surtout, je trouve que c'est un super créateur. Mais ouais, j'aimerais bien recevoir lui. Ok, cool. Top. Merci beaucoup, Shubham. Merci à toi C'était de trop m'avoir cool. invité. Ouais, c'est top. Grave. Merci. Trop bien. Merci. Bisous. Bisous. Ciao.